Togo Info, le Togo à votre portée. Audi Atu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Merci d'abord, Gilda Sadjakoto, pour la première manche consacrée aux informations. Madame, monsieur, vous qui nous écoutez également, vous êtes en direct, bien évidemment, sur la 96.3 que vous pouvez également suivre sur www.victoirefm.com. Et les enseignants, vous avez écouté tout à l'heure le secrétaire général de la FESEN qui l'a encore martelé, la grève aura bel et bien lieu à partir de demain. Mercredi, elle est déjà consommée selon lui, puisque il entérine, en tout cas, il motive le maintien de cette grève par le fait qu'ils n'ont pas encore trouvé satisfaction. Et pour en débattre, parler surtout des questions liées, en tout cas des questions d'ordre social, nous recevons le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Barra, qui est déjà avec nous. Nous l'avions introduit entre-temps, mais monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Alors, les Togolais sont toujours à la quête de l'emploi, non seulement un emploi, mais un emploi stable. Entre-temps, le gouvernement, par votre truchement, avait annoncé un concours de recrutement général dans la fonction publique. Une annonce encore valide ou bien il faut dire que cela a été déjà ensablé? Joachim, je voudrais, à l'entame de notre émission, réitérer à mon nom propre, mais également au nom du gouvernement, nos pensées émues, nos condoléances et notre compassion à l'endroit de la famille de M. Tchiplono, secrétaire général d'une centrale syndicale, disparu il y a quelques jours. Depuis 2015 et mon arrivée à la tête du ministère de la fonction publique, j'ai eu beaucoup d'opportunités, d'occasions de mesurer la profondeur, la sagesse, l'expérience, l'esprit d'ouverture de M. Tchiplono. Dans les réunions, les concertations, dans les moments difficiles, le gouvernement savait pouvoir compter sur son engagement. C'était quelqu'un de très ouvert et très exigeant dans la défense des droits et des intérêts des travailleurs, mais son parcours professionnel, sa longue expérience sur les questions sociales et syndicales l'avait amené à toujours s'élever au-dessus des contingences et à voir au-delà des droits et des intérêts des travailleurs l'intérêt général du pays et de la population. Et c'est donc une perte immense. Et nous voulons réitérer à sa famille, à ses proches, aux centrales syndicales, à toutes les organisations syndicales, aux partenaires sociaux et naturellement à l'ensemble des travailleurs du Togo, nos condoléances les plus attristées et leur dire que le gouvernement se tiendra aux côtés de tous afin que ces moments de deuil puisse être traversé avec beaucoup de dignité. Maintenant, par rapport à votre question, je voudrais rappeler que le concours de recrutement dans l'administration générale, pour le compte de l'année 2021, est bien maintenu. Ce concours est maintenu et aura lieu. Nous avons pris beaucoup de temps pour préparer et organiser ce concours pour une raison toute simple. Depuis 2009, il n'y a plus eu de concours de recrutement général dans la fonction publique. Et quand nous disons recrutement dans l'administration générale, ça signifie presque tous les services, toutes les administrations, tous les ministères, toutes les institutions de l'État. Avant, nous avions l'habitude d'organiser un concours avec des épreuves générales. Et ensuite, il y a une sorte d'affectation et de dispatching des agents admis dans ces administrations. Mais cette fois-ci, nous avons voulu nous accoler au plus près des besoins des administrations, des services et des institutions. Ce qui fait qu'il y a une identification et une description des profils et des compétences les plus fins
de chaque administration. Et donc le concours sera général en ce sens que c'est tous les services, ministères et institutions qui sont concernés, mais les épreuves se feront en tenant compte des profils. Ah. Il y aura par exemple des épreuves particulières pour ceux qui seraient recrutés pour être des juristes dans les administrations. Oui. Il y aura des épreuves différentes en fonction des profils. Et donc, Par exemple, pour les informaticiens. exactement, il y aura des épreuves distinctes. Ce qui fait que, à la fois, nous nous accolons au plus près des besoins réels des services de l'État et en même temps, il y a plus d'équité et de justice. Parce que si vous passez un concours général avec les mêmes épreuves, le juriste et l'informaticien, comme vous venez de l'évoquer, vous comprenez bien qu'il est possible que l'un ou l'autre puisse être lésé. Voilà pourquoi nous avons pris du temps. Nous sommes en train de finaliser avec le ministère de l'économie et des finances les modalités financières et budgétaires d'organisation de ce concours. Mais il faut aussi admettre que le gouvernement n'est pas resté inactif pendant ce temps. Voilà. Puisqu'il y a eu la proclamation des résultats des concours de la santé, de l'éducation, d'autres concours tels que celui des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, le concours du ministère de l'économie et des finances, dont nous sommes en train de procéder au dépouillement et à l'examen des résultats. Et donc, le gouvernement est resté très actif sur le plan social et notamment en matière de recrutement. Oui, mais par rapport au concours de l'administration générale, combien de Togolais voudriez-vous recruter? Nous espérons que les moyens et ressources budgétaires permettront d'aller à 1500. 1500. Nouveaux agents. Nouveaux agents. Oui, mais je voudrais aussi vous dire, vous avez dû le diffuser aussi sur vos antennes, il y a un concours de recrutement pour la police, d'un nombre important, aussi de nos frères et sœurs. Et donc, je crois que nous pouvons, en toute humilité, reconnaître que l'État togolais est un des rares dans la sous-région qui, dans un contexte de crise sanitaire, qui a des impacts économiques et financiers, continue à procéder au recrutement et à l'adoption et à la mise en œuvre de mesures sociales de grande envergure en faveur non seulement des travailleurs, mais également de l'ensemble de la population. Oui, des efforts que l'on ne délie pas. Cependant, ça laisse encore à désirer dans les différents secteurs où ces concours ont été organisés. Si nous prenons par exemple le cas de la santé, il y a eu des grincements dedans, le cas dans le secteur de l'éducation, on en parlera tout à l'heure encore. Mais monsieur le ministre, une fois recruté, c'est qu'on travaille maintenant au profit de l'intérêt général. Alors, pouvez-vous nous dire ici, sans embâche, monsieur le ministre, que le travailleur togolais, surtout de l'administration publique, est heureux ou bien épanoui? Vous savez, être heureux, vous voulez que j'entre dans des considérations métaphysiques. Alors, moi, je n'ai pas cette faculté-là de... Être heureux, vous ne devez pas mettre ça seulement du point de vue matériel ou financier. J'ai vécu une enfance très heureuse avec mes parents au village à Siou, alors que mon père et ma mère étaient de pauvres paysans, mais nous étions heureux. Je connais beaucoup de Togolais qui sont heureux, qui se lèvent tôt, qui se battent dans tous les secteurs d'activité, dans les champs, dans les administrations, dans les entreprises. Alors donc, moi je crois qu'il faut savoir reconnaître les efforts importants qui sont consentis par la collectivité nationale, à travers le gouvernement, pour répondre aux besoins et aux attentes des populations togolaises. Oui, mais aujourd'hui, dans tous les secteurs de son labeur, c'est de ça qu'il s'agit, vraiment. Je vous dis tout simplement que ne mesurez pas la question du bonheur ou d'être heureux uniquement par rapport au salaire. Tout est question de degré. Vous savez, certains sont sans emploi. Donc dans le désœuvrement et l'inactivité.
D'autres ont un travail, mais gagnent des salaires que nous pouvons reconnaître comme étant insatisfaisants. Dérisoire. C'est votre terme. Je ne le reprendrai pas à mon compte. Je vous dis tout simplement, entre celui qui a un travail, qui gagne un salaire insatisfaisant, et celui qui n'a pas de travail, la situation est déjà déplorable. Alors donc, je ne veux pas entrer dans ce genre de considération. Je dis que honnêtement et objectivement, l'État consomme beaucoup d'efforts. Les recrutements seulement dans la fonction publique, qui sont effectués depuis le déclenchement de la crise sanitaire, je ne connais pas beaucoup de pays hors du nôtre qui fait autant d'efforts. On pourrait également parler du secteur privé, où des efforts importants ont été consentis à travers un certain nombre de facilités et d'allègements, que ce soit d'ordre fiscal, d'ordre de cotisation sociale, des suspensions de taxes, des facilités d'accès de branchement à l'eau ou à l'électricité, ou que ce soit la mise en place de novici, qui a permis de montrer que notre pays tient à la solidarité et à la cohésion. Est-ce que, voilà autant de mesures. Voilà autant... ce temps, ce n'était pas juste pour dire à l'opinion internationale que oui, au Togo, on a fait ci, on a fait ça. C'est vrai. Les gens ont perçu les 5 000, les 4 000. Mais pour combien de temps? 2 fois. Mais Joachim, vous en êtes encore à ce niveau-là? D'imaginer qu'un gouvernement agit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que satisfaire et répondre aux besoins de la population togolaise. Ça peut laisser croire. Non, pas du tout. Pour quel besoin? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Mais si les actions du gouvernement, ça pourrait être fortement apprécié. Les actions du gouvernement sont dictées par un seul souci, lequel? Répondre aux besoins et aux attentes des populations togolaises. Mais non, vous pouvez quand même continuer dans le temps, au moins 5 mois, 6 mois, puisque la crise perdure. Et là, on saura apprécier. Vous savez, un geste de solidarité et de main tendue, même lorsqu'il est ponctuel, il faut savoir l'apprécier. Et je préfère retenir que dans ces moments les plus difficiles, lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre des mesures restrictives, parfois des couvre-feux, même si c'était localisé, une restriction aux activités économiques, l'État togolais a été en mesure d'apporter un secours d'appoint à des centaines de milliers de Togolais. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important. Mais quand même, M. Gilbert Barra, c'est devenu une affaire de paralysie dans l'éducation nationale au Togo qui revient le plus souvent à intervalles de temps réguliers dans notre pays, le Togo. L'année scolaire qui vient de commencer, disons, 2021-2022, ne déroule pas à cette règle. Une grève de 48 heures démarre demain mercredi pour finir jeudi. Comment trouvez-vous en tant que ministre du dialogue social ce nouveau débrayage? Joachim, j'ai écouté tout à l'heure M. Onsime. Oui. Je voudrais dire à nos auditeurs et particulièrement aux enseignants que M. Onsime n'est plus et ne peut plus être un interlocuteur valable et légitime du gouvernement. Pourquoi? Je crois qu'il faut lire attentivement le nouveau code du travail. Bien. Je voudrais aussi profiter pour dire qu'il y a 3 ou 4 catégories d'acteurs ou de personnages qui prétendent vouloir aider les enseignants, mais qui sont en train de les conduire dans un précipice et dans une voie dangereuse. La première catégorie de ces personnages et de ces acteurs est illustrée par M. Onsime. Ancien enseignant, aujourd'hui admis à la retraite. Bien. Et donc, qui peut... Mais responsable syndical. Je vous dis, ancien enseignant, admis à la retraite. Bien. Qui n'est plus en activité. D'accord. Dans le secteur de l'éducation. Qui peut appeler les gens à aller en grève, y compris à des grèves sauvages, parce que lui, personnellement, n'encourt aucun risque. Puisqu'il n'y a pas
de précompte sur les pensions de retraite. Et il ne pourrait encourir aucune sanction disciplinaire parce qu'il n'est pas en activité. Je comprends que son seul souci, son seul intérêt, Oui. c'est éventuellement de pouvoir fonctionner à travers les cotisations sur les traitements de son syndicat. Mais c'est quand même assez égoïste, voire irresponsable, pour ce genre d'intérêt pécunier, de pousser les enseignants dans une situation oui, dont j'estime que c'est une voie dangereuse. Deuxième catégorie de personnages et d'acteurs que les enseignants ne devraient pas suivre, c'est les agents ou fonctionnaires de l'État qui ne sont plus dans l'éducation et dans l'enseignement et qui continuent à appeler à des comportements et à des agissements qui peuvent porter préjudice aux enseignants. Troisième catégorie de personnages et d'acteurs, c'est ceux qui, depuis l'extérieur du pays, ayant été ou non des responsables et des membres d'organisations syndicales, croient qu'ils peuvent être tapis dans l'ombre et continuer à tirer les ficelles. Je crois aussi qu'ils ne rendent pas service à nos frères et sœurs enseignants. Naturellement, la quatrième catégorie pourrait être considérée comme les acteurs politiques qui croient que ce qu'ils ne parviennent pas à obtenir par la voie des urnes ou sur le champ politique, ils pourraient l'obtenir en installant un climat de tension et d'agitation. Je le dis avec tout le calme pour appeler nos frères et sœurs enseignants à un esprit de responsabilité. Maintenant, je vous ai dit... Oui, monsieur, mais je voudrais profiter... Oui, je voudrais revenir sur cet aspect. Vous avez signé 4 catégories de personnes auxquelles les enseignants doivent se méfier. En tout cas, je les conseillerais d'éviter de suivre un certain nombre d'acteurs qui relèvent de ces 4 catégories. Oui, pourquoi cette fixation sur M. Roussimi? Il a été enseignant. Et il est syndicaliste, pas après avoir été admis à la retraite. Mais il est syndicaliste bien avant d'être admis à la retraite. Pourquoi il n'est plus interlocuteur valable? Oui, monsieur le ministre. Y a-t-il un syndicat à Radio Victoire? Pour le moment, nous avons un délégué. Bon, je vous demande, si vous étiez responsable syndical à Radio Victoire et que demain vous êtes admis à la retraite ou vous n'êtes plus à Radio Victoire, êtes-vous en mesure d'instiguer une grève pour les journalistes et le personnel de Radio Victoire en n'étant plus personnel de Radio Victoire? Apparemment, c'est deux choses non comparables. Non, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Seriez-vous en mesure... Privé et administration publique, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas... En matière de droit de grève, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Oui, mais est-ce que c'est M. Roussimi qui est le seul admis à la retraite, mais étant syndicaliste? Je dis tout simplement que M. Roussimi n'est plus et ne sera plus un interlocuteur valable et légitime. Mais monsieur, pour le reste, vous ne laissez pas le problème pour vous occuper pas de du ce qui est superficiel. Non, pas du tout. Je vais vous dire ceci. Nous avons adressé une correspondance à l'ensemble des fédérations, des syndicats d'enseignants, pour les inviter à des discussions le jeudi. Et naturellement, tout le monde peut le reconnaître, que nous sommes un gouvernement qui a toujours été disponible, ouvert, et qui a toujours pratiqué le dialogue. Et donc, personne ne peut dire que le gouvernement a refusé de dialoguer. Pourquoi nous sommes à l'aise d'ailleurs de parler et d'essayer de renforcer cette politique de pédagogie en direction des travailleurs et particulièrement en direction des enseignants? Parce que contrairement à ce que M. Roussimi vient de dire sur vos antennes, il est impossible d'avoir une grève régulière le 3 et le 4 novembre 2021. Oui, donnez-nous l'article 324 du Code du travail, le nouveau, bien sûr, donne 2 conditions indispensables et essentielles qu'il faut respecter. La première, c'est des négociations préalables qui doivent déboucher sur un procès verbal de négociation consacrant
soit un accord total ou partiel, ou alors le désaccord. Cette condition, personne ne peut en être dispensé. Deuxième condition, un préavis de 10 jours ouvrés. Alors, en lisant ces deux conditions, tout le monde en tirera la conclusion qu'il veut. Oui, maintenant, il dit vous avoir saisi en conférence, disons en assemblée générale la dernière fois. Écoutez, moi je crois que M. Osime, qui a été un responsable du système éducatif, sait lire les lois. Je n'ai pas à l'appeler pour lui faire comprendre ce que je suis en train de vous dire. Oui. Je dis tout simplement qu'il est absolument impossible de se livrer à l'exercice régulier d'une grève régulière les 3 et les 4. J'en tire pour conséquence que, d'ailleurs, ce que je viens d'indiquer, l'article 324, donne les conditions d'une grève licite. Alors, il est dit, et le gouvernement y est attaché, notamment aux libertés syndicales et à l'exercice du droit de grève. Nous y sommes attachés. Vous y êtes attachés. En revanche, et il est dit d'ailleurs, et nous y sommes également attachés, qu'aucun travailleur ne doit être inquiété, voire subir des sanctions pour avoir exercé régulièrement le droit de grève. La FESEN dit vous avoir en revanche, le ministre, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il est considéré que le travailleur, quel qu'il soit, commet une faute lourde ou grave. Et la faute lourde ou grave donne lieu à des sanctions disciplinaires. Alors, donc vous brandissez ici et maintenant des menaces vis-à-vis de tout enseignant. Joachim, je n'ai pas à brandir des menaces. Le gouvernement a la responsabilité de rappeler les lois et règlements applicables au Togo. Alors, parce qu'il est possible, j'en conviens, que beaucoup d'enseignants puissent suivre un certain nombre de personnages et d'acteurs sans être suffisamment éclairés et édifiés sur les dispositions légales et réglementaires applicables. Voilà, mais laissons le caractère régulier ou aspect illicite de la grève. Non, c'est très important que les enseignants le sachent. Une grève qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est déclarée irrégulière, illicite. Et ce qui serait le cas si une grève venait à avoir lieu demain et après-demain, les conséquences sont prévues par les lois et par le Code du travail. Je n'ai donc pas besoin de les citer ici. Mais c'est bien quand même de le rappeler. Mais quand même, est-ce que la FESEN ne vous a jamais saisi par rapport à ce dont il parle aujourd'hui? Est-ce que les autres fédérations des syndicats de l'éducation n'ont jamais évoqué cette affaire de prime spéciale que vous leur avez promise? Je ne voudrais pas singulariser. Nous sommes constamment en contact, en dialogue, en discussion avec les organisations syndicales. Et c'est d'ailleurs pourquoi, après avoir reçu la correspondance d'un certain nombre de fédérations, et non pas seulement de cette fédération, nous avons écrit pour inviter à une réunion qui aura lieu le jeudi 4. Et tous les défis, toutes les préoccupations... Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Est-ce que ce n'est pas après l'annonce de ce mouvement de grève? Non, pas du tout. Ah là là. Vous pouvez, vous avez la possibilité de vous informer. D'accord. Maintenant, aspect licite ou illicite de la grève. Monsieur le ministre, au fond, est-ce que ce que les enseignants réclament, vous le trouvez légitime? Vous savez, je crois que c'était le 7 septembre. Il y a eu une session spéciale du Conseil national du dialogue social. À l'occasion de cette session, à laquelle avaient été conviés les fédérations, une délégation des fédérations des syndicats des enseignants, le gouvernement avait réaffirmé son attachement aux engagements déjà pris, y compris en ce qui concerne la question de la gratification exceptionnelle. Mais avait indiqué que l'exécution, l'opérationnalisation interviendrait
à l'issue de la revue complète du statut général de la fonction publique. Parce que ça a des conséquences et des incidences financières et budgétaires qu'il faut évaluer avant de voir comment aller de l'avant. En deuxième lieu, je voudrais quand même rappeler que nous sommes dans une période de crise sanitaire et que cette crise sanitaire a un impact important sur le plan financier et budgétaire. Oui, mais quand même, le plan économique togolais, il y a toujours de la croissance, dites-vous. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de ces conséquences-là. Nous ne pouvons pas non plus faire comme si, dans le secteur de l'éducation, nous n'étions pas en mesure, dans un esprit de dialogue et de consensus national, de nous accorder sur les priorités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du concours, des résultats du concours de recrutement dans l'éducation. Je sais les inquiétudes, les préoccupations et même les frustrations qui sont exprimées par certains de nos frères et sœurs. Surtout les enseignants volontaires. Exactement. Aujourd'hui, nous avons encore près de 10 000 enseignants volontaires. Je parle d'enseignants volontaires dans les établissements publics qui ne touchent presque rien. Nous avons encore beaucoup de défis et de préoccupations en matière de salles de classe, en matière d'équipement, en matière de matériel didactique et scolaire. Nous avons encore beaucoup de défis en matière... Bon, naturellement, j'ai parlé tout à l'heure du personnel. Les déficits sont encore très importants. Les salles de classe, les bâtiments, exactement. Etc. Alors, donc, nous devons être en mesure, de manière dépassionnée, d'une manière responsable, de manière citoyenne, de nous asseoir, les associations des parents d'élèves, les organisations syndicales, les responsables de l'enseignement confessionnel. Avant de payer la gratification exceptionnelle ou bien de s'occuper de tous les problèmes liés vous savez, les ressources de l'État, le budget de l'État, ce n'est pas des caisses différentes. C'est le même pot, c'est dans le même pot qu'il faut puiser, à la fois pour recruter et payer les salaires, mais également pour construire des salles de classe, pour moderniser les ENI et l'école normale supérieure, pour réformer le système éducatif. Tout cela constitue également des priorités. Oui, mais quand même, une promesse reste une promesse. C'est vous qui leur avez dit, messieurs, vous aurez une gratification. Mais vous parlez d'une... Avec un attribut, disons, exceptionnel. Vous savez, vous êtes en train d'insister sur un aspect qui me rappelle que nous devons faire encore beaucoup d'efforts en matière de formation et d'éducation ouvrière. Vous parlez bien d'une promesse faite par le gouvernement. Bien. Conformément aux revendications des enseignants. Vous allez faire une grève pour exiger le respect d'une promesse. Mais non. Vous aviez promis de verser cela en janvier 2021. Vous savez, j'évite d'aller trop dans les détails. J'évite d'aller dans les détails. La grève devrait être faite pour revendiquer le respect d'un droit. Lequel? Non, je dis d'un droit. Un droit, exactement. Alors, donc, j'invite tout simplement les uns et les autres au bon sens et à la responsabilité. Et naturellement, je voudrais vraiment attirer l'attention. Parce que les dispositions les plus exigeantes et les plus fermes seront prises. À partir du moment où j'informe, des menaces voilées. Je n'ai pas besoin de procéder à des menaces. À supposer. Mais c'est mon rôle. 1000 Togolais ou 10 000 Togolais observent la grève de demain. Allez-vous les chasser? Non, peu importe le nombre. La question qui importe, est-ce que on est auteur d'une faute lourde ou grave? Si tel est le cas, peu importe le nombre, les dispositions qui s'imposent seront prises. Nous allons quitter ce sujet, même monsieur le ministre, tout simplement. Vous êtes ici pour nous éclairer. Quand est-ce que vous allez verser l'engagement pris par le gouvernement, c'est-à-dire la gratification exceptionnelle aux enseignants? C'est un raisonnement simpliste, monsieur Joachim. C'est ce qu'ils veulent entendre. Non. J'ai dit que nous avons une réunion le jeudi. Cette réunion a vocation à mettre sur la table l'ensemble des préoccupations qui existent, à tenir compte du contexte actuel de crise sanitaire et de ses conséquences sur le plan financier et budgétaire,
à permettre d'échanger et de nous accorder sur les priorités dans le secteur de l'éducation et à voir comment nous allons articuler et agencer les priorités les unes avec les autres, y compris en tenant compte de l'engagement qui a été pris. Vous savez, il est arrivé que même des lois consacrent des droits et que l'État ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses responsabilités. L'exemple typique, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est la loi de 1991 sur l'allocation des départs à la retraite. Très bien. Où à l'époque, pour des raisons populistes et démagogiques, et de manière totalement irresponsable, certains avaient instauré une allocation, un système assurantiel d'allocation de départ à la retraite, sans dire comment ils financent ça. Qu'on dise que le paiement se fera sur la base des cotisations des travailleurs ou de la cotisation de l'employeur, c'est-à-dire de l'État, ou de toute autre manière, on ne l'a pas dit. On a dit tout simplement à la caisse de retraite du Togo, qui est une agence d'exécution, de payer les allocations, mais sans dire d'où doivent provenir les ressources. Ah oui, comment remplir cette caisse? Alors, mais pendant combien d'années cette allocation n'a pas pu être payée? Pourtant, c'était un droit pour les travailleurs. Bien sûr. Alors, c'est pour dire, nous devons savoir raison garder. Et lorsqu'il y a une volonté manifeste, comme c'est le cas aujourd'hui de la part du gouvernement, lorsqu'il y a un engagement qui est réaffirmé, et qu'il s'agit tout simplement de tenir compte des circonstances, du contexte, et de voir comment la promesse et l'engagement pourront être tenus lorsque les conditions le permettent, sans renier la promesse, sans renier l'engagement. Le plus souvent, quand les enseignants ou disons les agents des secteurs concernés lancent des mots d'ordre de grève, c'est en ce moment-là que vous trouvez ou vous jugez utile et judicieux d'avoir des dialogues, alors que vous auriez pu désamorcer tout ça en amont. Il y a un dialogue permanent, il y a une disponibilité permanente. Vous savez, il faut faire la distinction entre les syndicalistes responsables et ceux qui sont dans l'agitation ou qui sauvegardent des intérêts égoïstes. Un jour, vous aussi, vous serez admis à la retraite, monsieur le ministre. Vous savez, quelle est la promesse? Je ne suis pas fonctionnaire. Ah d'accord. Du jour au lendemain, je peux être viré par madame le Premier ministre ou par le chef de l'État. C'est que nous ne vous souhaitons pas. Non. Je veux dire, sincèrement, Joachim, il est important que je rappelle les dispositions du Code du travail. Et voilà, avant de vous rappeler cela, monsieur le ministre, je voudrais, parce que nous allons observer la pause. Je voudrais que les enseignants lisent sérieusement les articles 323 et 324 du Code du travail et comprennent que il faut éviter, à partir du moment où on a été avisé et informé, de poser des actes qui pourraient porter des conséquences préjudiciables à leur endroit. Et on marque la pause, madame, monsieur, pour revenir tout de suite avec notre invité, surtout sur la question des retraités, sans pour autant oublier l'assurance maladie universelle, ce qu'il en est exactement et pourquoi le ministre a cautionné également le renvoi des agents de Togo Presse ainsi que les milliers de Togolais au niveau de la société Mèche Amina. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio pour la suite du débat avec notre invité, le ministre Gilbert Barra de la fonction publique. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, on parlait des retraités. Alors, entre-temps, en Conseil des ministres, vous aviez annoncé, disons, le gouvernement a annoncé que les agents admis à la retraite, à partir de janvier 2020, vont percevoir à nouveau des indemnités de départ à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Non, il faut être plus exact et rappeler le discours à la nation à travers l'Assemblée nationale le 26 avril 2019 du chef de l'État, indiquant qu'il y aurait un nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de 1991 et des conditions dans lesquelles elle avait été adoptée de manière totalement inopérationnalisable
difficilement à mettre en œuvre parce que elle n'avait pas indiqué les conditions de sa mise en œuvre. Le président avait dit que les fonctionnaires admis à la retraite à partir du 1er janvier 2020 bénéficieront de ce nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Mais en même temps, il fallait procéder, et il l'avait d'ailleurs précisé, à une étude actuarielle qui permet de déterminer les conditions et les montants de ce nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Le ministère de l'économie et des finances, avec notre concours, a procédé à cette étude actuarielle et nous étions en mesure, le gouvernement, lors de la session spéciale du Conseil national de dialogue social, d'indiquer que cette allocation correspondrait à 3 mois de salaire. Et donc actuellement, les services du ministère de l'économie et des finances sont en train de prendre les dispositions pour que les ayants droit puissent entrer dans leurs droits, donc qu'ils puissent jouir effectivement de... Et ceux qui étaient admis à la retraite avant 1er janvier 2020? Il y aura un geste exceptionnel qui sera fait à leur endroit. Donc, encore geste exceptionnel? Bien sûr, parce que ils n'étaient pas concernés par l'annonce du chef de l'État. Mais dans un souci de solidarité, comme je l'avais dit, puisque parce que nous sommes dans un contexte difficile où il faut faire preuve de main tendue et de solidarité, il y aura un geste exceptionnel. Donc il s'agit d'examiner, de regarder au niveau des caisses de l'État, de voir qu'est-ce qui est possible. Mais le principe est déjà acquis. Au même moment, quand est-ce que ça va commencer pour les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui sont concernés par le je crois qu'il y a les services sont en train de faire diligence. Le plus tôt possible, dès que les services auront terminé de faire le travail technique, les gens vont être payés. Ça, c'est une garantie. Et une allocation au même moment, 3 mois de départ à la retraite. C'est beaucoup. Un tiers vaut mieux que... Et je voudrais aussi vous signaler que nous sommes le seul pays dans la sous-région à avoir ce système. Il n'y en a pas d'autres. Oui, mais sous d'autres aussi, le salaire conséquent. Non. Vous savez, tout à l'heure, nous parlions des enseignants. Nous sommes le seul pays dans la sous-région où, si vous êtes recruté le même jour, avec le même diplôme, l'un dans l'administration générale et l'autre dans l'enseignement, celui qui va dans l'enseignement bénéficie automatiquement et est recruté à un grade supérieur au vôtre. Alors, vous voyez, tous ces avantages-là et tous ces acquis ne sont pas pris en compte et on préfère faire comme si le gouvernement n'était pas en train d'agir en faveur de l'éducation togolaise. Oui, vous avez en tout cas sur vos lèvres ces derniers temps, assurance maladie universelle. Assurance maladie universelle. Monsieur le ministre, en français facile, ou disons en des termes très simples, qu'est-ce que vous voulez signifier aux Togolais? Tout simplement permettre à tous les Togolais, indépendamment de leurs revenus, de pouvoir se soigner. Il y en a qui ont la capacité financière de se soigner, il y en a qui n'ont pas cette capacité financière. Donc le principe, c'est de permettre à tous les Togolais de pouvoir se faire soigner. Cela nécessite au moins 2 conditions. La première, c'est que le système de santé continue à être amélioré et c'est une des préoccupations. C'est dans ce sens que le projet a été lancé la semaine dernière par Madame le Premier ministre. Et deuxièmement, faire en sorte que ceux qui n'ont pas de revenus puissent également pouvoir se soigner, bénéficier d'un panier de soins. Naturellement, la concrétisation de cette loi nécessite un certain nombre de dispositions pratiques pour pouvoir à la fois mettre en place les conditions et en même temps mobiliser l'ensemble des ressources pour que concomitamment on relève et on améliore le système de santé, voire le plateau technique, et en même temps on permet à chaque citoyen de pouvoir accéder aux soins de santé essentiels. Voilà. Ah oui, mais monsieur le ministre, ces derniers temps, gagner du boulot ou du travail au Togo, c'est un parcours de combattant. Tout le monde le reconnaît. Mais si vous gagnez du travail et vous l'exercez,
et à un moment donné, on vous dit, on vous licencie. Dieu seul sait psychologiquement ce que ça crée et le préjudice que les bouches qu'on nourrit créent. Alors, monsieur le ministre, pourquoi avez-vous entériné le renvoi des agents, disons des confrères journalistes au niveau de Togo Presse? Pourquoi avez-vous cautionné cela? Joachim, je souhaiterais que nous soyons, Oui. lorsque on est travailleur, conscients des conséquences d'un éventuel licenciement. Surtout si ce licenciement doit intervenir par la faute du travailleur. La situation se présente différemment lorsqu'il s'agit d'une situation économique qui conduit à des licenciements pour motifs économiques et autres. Mais lorsque le licenciement est le résultat du comportement, des actes et des agissements du travailleur, je souhaiterais que la conscience soit plus grande et plus forte chaque jour avant que le licenciement n'intervienne. Et non que cette question soit posée après que le mal est fait. Mais écoutez, vous êtes délégué syndical ou délégué du personnel. Oui. Pour une raison ou une autre, il y a un conflit collectif du travail. Avez-vous besoin pour cela de bloquer l'outil du travail, de fermer à clé les bureaux, de prendre les clés des véhicules, d'empêcher que les gens ne viennent dans l'entreprise pour passer des commandes ou bien pour prendre livraison des différents... Des parutions? Des parutions? Avez-vous besoin de ça? Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous bloquez les portes, vous bloquez les véhicules, vous empêchez l'entreprise de travailler, avec quel argent on va vous payer? Avec quel argent? Oui, mais... Sachant que vous parlez d'une entreprise qui vit presque essentiellement sur la base des dotations de l'État, des subventions de l'État. Oui, et une faute commise. Une faute commise. Est-ce qu'il n'y a pas gradation? Est-ce qu'il n'y a pas palier dans les sanctions? Ce n'était pas la première fois que des fautes étaient commises. Par les mêmes délégués? Écoutez, vous savez, nous aurions dû entamer une tournée d'échanges, d'informations et de vulgarisation des dispositions du nouveau Code du travail. Notamment pour appeler les uns et les autres à cultiver l'esprit de dialogue dans l'entreprise. Aussi bien de la part des employeurs que des travailleurs. Mais aussi, ça aurait été l'occasion de faire comprendre que désormais, il y a une dissociation entre les fonctions des délégués syndicaux et des délégués du personnel. Les délégués du personnel doivent s'efforcer d'être un intermédiaire entre l'employeur et les travailleurs, de promouvoir et de soutenir le dialogue. Il ne devrait pas être celui qui, à la moindre difficulté, devient un facteur de blocage, surtout avec les actes que je viens de relever. Et donc, moi je pense qu'il faut... Oui, mais donc finalement, dans l'administration publique aujourd'hui, les gens ne doivent plus réclamer leurs droits? D'abord, nous ne sommes pas en train de parler de l'administration publique. Oui, bon, c'est parapublic. Voilà. Ce qui est d'ailleurs valable dans le secteur privé est également valable dans le secteur public. Quand on pose des actes, quand on a des agissements et des comportements qui sont contraires aux lois et règlements en vigueur, il faut être préparé à en supporter les conséquences. Est-ce qu'il y a eu un reproche ou peut-être une réprimande en première étape, deuxième étape et maintenant l'étape finale qui est la sanction lourde, c'est-à-dire le licenciement? Vous savez, quand vous connaissez l'état financier de l'entreprise dont vous parlez et que des actes deviennent récurrents et répétitifs, à un moment ou un autre, il faut prendre ses responsabilités. Mais monsieur, vous êtes appelé aussi à protéger le travailleur. C'est ce que j'ai toujours fait. Vraiment? Oui, oui. Et pourquoi vous alors pouvez même demander... pourquoi les milliers de Togolais aussi au niveau de la mèche, société Amina, vous avez... C'est le même problème. Le même problème. Il y a eu une mobilisation très forte du gouvernement. D'abord, les services du ministère chargé du travail et du dialogue social sont restés engagés avec les délégués syndicaux et les délégués du personnel. Les problèmes ont été identifiés, nous nous sommes engagés à les aider et à les accompagner à régler ces problèmes. Des collègues et moi, le ministre du Commerce,
la ministre chargée de la promotion des investissements, nous avons reçu les délégués syndicaux et les délégués du personnel. Oui. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils avaient eu des comportements inappropriés. Je ne veux même pas qualifier. Et nous leur avons dit, pour nous permettre de sauver les activités et de sauver les emplois, exprimez au moins vos regrets par rapport aux actes qui ont été posés. Ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait. En demandant pardon. En écrivant une lettre de demande de pardon. En reconnaissant qu'ils ont agi de manière inappropriée. Ensuite, j'ai reçu les délégués du personnel. Je leur ai dit que sur ma table, il y avait une demande de licenciement les concernant. Et que pour le gouvernement, la priorité des priorités, c'est de sauver les activités et les emplois. Et que pour me donner les arguments, pour donner les arguments à l'inspection du travail, pour pouvoir dire, pour plaider la clémence, la compréhension de l'employeur, je souhaiterais qu'ils renoncent d'eux-mêmes à leur statut de délégué du personnel. Quitte à ce que nous travaillions pour apaiser le climat dans l'entreprise et qu'ensuite, il puisse y avoir de nouvelles élections des délégués du personnel. Ils ont quitté mon cabinet. Ils sont allés voir de faux pasteurs ici et là. Ils sont allés voir les journalistes, les organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de la société civile, pour commencer à vilipender et le gouvernement et l'entreprise, alors que pendant ce temps, des clients de l'entreprise ont commencé à déserter. L'entreprise n'était plus en mesure de faire face aux commandes, dans un contexte où la même entreprise est en concurrence avec d'autres entreprises installées au-delà de nos frontières. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous assurer que l'ensemble des travailleurs de Mèche Amina peuvent être préservés à l'exclusion de ceux qui, de la vingtaine de personnes, ou des 22 personnes du personnel qui ont estimé que leur statut de délégué était plus important que la sauvegarde de l'activité économique et la sauvegarde des emplois. Des délégués qui se permettent de se rendre dans l'entreprise, de chercher à empêcher leurs camarades qui veulent travailler de travailler. J'ai attiré leur attention là-dessus. Ils n'ont pas nié les faits. Est-ce que si vous êtes en grève, vous, Joachim, vous viendrez devant Radio Victoire ici et vous allez empêcher vos camarades de venir travailler? Pouvez-vous le faire? Alors, j'imagine que la réponse est non. Ce que vous ne pouvez pas faire, parce que c'est le bon sens, parce que c'est l'esprit de responsabilité. Et pour cela, il faut mettre des milliers pourquoi vous voulez que cela puisse être toléré et accepté à Mèche Amina? Non. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous continuerons à être... Ce faisant, vous ne seriez pas en train de préserver les intérêts des expatriés installés chez nous au nom de... Voilà, et puis brimer ainsi les Togolais, des milliers de... Non, ça c'est de la facilité. Ah d'accord. Le gouvernement est connu... Le gouvernement est connu pour son ouverture au dialogue social et son souci permanent de protéger les travailleurs togolais. Et tout ce que nous faisons quotidiennement, le premier objectif, c'est à la fois préserver les emplois existants, c'est renforcer les investissements et la création d'emplois pour les Togolais. Et nous allons accueillir maintenant sur le 92 02 80 63, qui est le seul numéro qui travaille maintenant, qui marche maintenant. Monsieur Aziaoto, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jacquin. Oui, comment allez-vous? Comment allez-vous, pardon? On se bat comme tous les Togolais. D'accord, posez une seule question. Voilà. Tout d'abord, bonjour à mon cher ministre. Bonjour, bonjour, cher frère. C'est une grande honneur pour moi d'être en direct avec monsieur le ministre Gilbert Bahora aujourd'hui. Ma seule question est de savoir pourquoi, avec toute l'attention que notre gouvernement a pour nous les Togolais, eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'asseoir, décider que 50% de leur salaire soit consenti pour l'amélioration ou bien le développement dans un sens, dans cette condition de crise sanitaire. C'est toute ma question, ça. D'accord, bien noté pour vous, monsieur.
92 02 80 63 22 21 80 99. Le second auditeur pour être en ligne avec nous. Allô, allô? Alors, bonjour, Jachin. Oui, bonjour, Kanidek. Oui. Bonjour, Excellence. Bonjour. Oui. Bon, moi, j'aimerais vous donner un secret qui est simple pour désamorcer la grève. Et non, bon, d'aller dans des discussions vaines pour pouvoir désamorcer la Et grève. quel est ce secret? Non, mais moi je vais vous faciliter la tâche. À partir du moment où une grève régulière ne peut pas avoir lieu demain ou après-demain, il n'y a même plus besoin de désamorcer quoi que ce soit. La question est toute simple. Et je suis certain que ceux qui nous écoutent ont compris que la grève doit être protégée. Mais pour demain et après-demain, les conditions légales et réglementaires nécessaires pour une grève ne sont pas réunies. Alors, là, avez-vous une autre question, une autre préoccupation? Alors, oui. Moi, ce que moi, j'aimerais dire au ministre, c'est que, bon, si je le prends au mot, il dit que ce que les enseignants sont en train de réclamer n'est qu'un engagement pris par le gouvernement. Donc, après les 2 heures, et qui doit suivre sa sortie du studio, ils n'ont qu'à organiser une conférence de presse et dire simplement que le gouvernement se désengage de la promesse. D'accord. Non, bien noté, cher ami Kanidek. Non. Il faut être fidèle à son engagement. D'accord, nous allons prendre le dernier auditeur. Allô, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Pardon? C'est Bozambo. D'accord, Bozambo. Votre question? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Moi, je suis togolais. Je ne suis pas satisfait pour votre question, votre réponse à monsieur Jachin aux côtés de Edi Togo et Amina. Parce que on dit que les syndicats ont le droit de faire la grève. S'ils ont fait la grève, si ça ne va pas, vous allez le sanctionner, pas les limoger. Et vous dépensez Amina en nous disant qu'il y avait des concurrents aux côtés de nous et vous allez laisser les gens et vous envoyer plus de 300 personnes, ou bien 400 personnes à la maison et vous serez content, monsieur le ministre. D'accord. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État va être d'accord sur ce que vous dites sur le média. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Bozambo. Monsieur le ministre, un commentaire? Non, d'abord, c'est inexact ce qu'il vient de dire. J'ai dit que le gouvernement s'est attaché à sauver tous les emplois. Tous les emplois. C'est plus de 1000 personnes qui avaient été licenciées. Nous avons insisté auprès de l'employeur pour revenir là-dessus. Est-ce qu'il est revenu là-dessus? Je dis que cet objectif-là sera atteint et est en cours d'être atteint. Et nous aurions aimé que les 22 délégués titulaires et suppléants du personnel nous facilitent la tâche comme nous aurions espéré. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ont préféré l'attachement à leur statut de délégué du personnel par rapport à l'emploi. Et ce soir-là, nous l'avons respecté. Et donc, il n'y a pas 100 personnes, il n'y a pas 200, il n'y a pas 300 personnes ou 400 personnes. Justement, c'est parce que nous cherchions à sauver tous les emplois qu'il était important d'amener l'ensemble des acteurs et des parties prenantes à des agissements et des comportements responsables. Maintenant, par rapport à la première question, je voudrais l'informer. Oui. Bon, nous sommes aussi des pères et des mères de famille. Il faut qu'ils comprennent ça. Mais il est arrivé, pendant les moments difficiles de la crise sanitaire, que les membres du gouvernement soient privés de salaire pendant 2 mois. Au Togo ici? Oui, je vous informe de ça. Oui, ils ont été privés de salaire. Pendant 2 mois? Oui. Mais vous n'êtes pas nombreux. Ça, c'était une goutte d'eau dans la mare. Bon, ce n'est pas les 50% de la vingtaine de ministres qui changeraient la donne. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'en cette période-là, il faut que nous soyons solidaires. C'est d'ailleurs pourquoi nous accordons une attention toute particulière à la situation des travailleurs, mais également à la création de nouveaux emplois, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez déclarer vos biens? Je respecterai les dispositions communes applicables à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce serait innombrable ou bien comment? Non. Je crois que
Je n'ai pas vocation à étaler ce genre d'aspect. La loi vous protège et vous allez faire les déclarations en catimini. Je n'ai rien de particulier. Je ne possède rien de particulier. Monsieur le ministre, la grève, vous avez un mot à dire à la fin. Bien sûr. Et je voudrais d'abord saluer le travail et l'engagement des travailleurs du secteur public en premier lieu. Aujourd'hui, qu'il s'agisse des personnels de santé qui sont au front pour permettre de juguler et de contenir la propagation de la crise sanitaire au coronavirus. C'est très important de saluer le travail qu'ils accomplissent. Le personnel enseignant qui fait un travail formidable pour l'éducation et la formation de la jeunesse et de nos enfants et des apprenants. C'est très important. Je voudrais renouveler et réitérer la disponibilité et l'engagement du gouvernement pour le dialogue. C'est en ce sens que ce jeudi, nous allons rencontrer les fédérations des syndicats des enseignants pour évoquer les difficultés qui existent. Et je voudrais profiter pour tout simplement attirer l'attention de nos frères et sœurs enseignants sur le fait que, conformément aux dispositions légales, il est absolument impossible d'avoir une grève légale demain et après-demain. Et en conséquence, je les exhorte à éviter de poser des actes dont tout le monde sait à l'avance, dès aujourd'hui, que si il y avait des absences irrégulières dans les établissements d'enseignement, la conséquence, elle pourrait être préjudiciable pour les enseignants concernés. Et donc, comme nous l'avons dit, y compris pour Mèche Amina ou pour ce qui concerne Togo Presse, je préfère que les gens agissent et réfléchissent sérieusement, prennent conscience avant d'agir, plutôt que de se retrouver après avoir posé des actes qui auront déjà produit des conséquences fâcheuses pour les intéressés. Monsieur le ministre, merci d'être passé chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et nos portes vous sont grandement ouvertes, toutefois que le besoin se fera sentir. Je reste également disponible. Voilà, madame, messieurs, c'est fini. Merci à vous toutes et à vous tous. Haïté Vincent, merci également pour l'accompagnement technique. Excellente journée à toutes et à tous.